Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes des petits curieux et que vous voulez avoir mes derniers avis lecture, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci. Encore une fois, je sais pas si je vais pouvoir tout traiter, on va voir ce que ça donne en termes de timing, puisque on en est là, voilà. Donc celle-ci étant ma dernière lecture, c'est celle qui risque probablement de sauter. Donc soyez avertis, mais le restant normalement ça devrait passer. Sachant que j'en ai une que je suis en train de finir, il me reste 50 pages. Et une autre c'est une LC, donc celle-là vous ne l'aurez pas tout de suite sur la chaîne. Mais peu importe, je suis trop contente de parler lecture. Surtout que, petit aparté, je viens de rentrer de Ikea. J'ai acheté plein de cagettes pour quasiment doubler la mienne, ma bibliothèque. Donc j'ai trop hâte de pouvoir vous montrer ça une fois fini. Donc oui, ça annonce un futur bookshelf tour imminent, donc je suis trop contente. Voilà, on commence plutôt bien cette journée. Bon, je dis on commence, il est 16h40 hein, mais on va pas m'en tenir rigueur, d'accord. Donc qu'est-ce que je vais vous prendre en premier? Vous allez voir, dans ce que je vais vous présenter, il n'y a aucune déception, aucune mauvaise lecture ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut que je vous dise, parce que je commence à m'en rendre compte, que je suis ce qu'on appelle un bon public en termes de littérature. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va être là à se dire « Ah oui, tous les personnages sont beaux, c'est bizarre. Ah oui, mais moi il y a ça qui commence à me déranger, etc. » Moi je suis beaucoup plus simple et moins exigeante, si je puis dire, en termes de lecture. Je pense que cela est dû du coup à mon expérience qui est petite par rapport à d'autres personnes. Vous le savez, je me le cache pas, j'ai commencé vraiment la lecture pleinement en septembre 2019, donc forcément j'ai moins de recul que d'autres personnes et d'autres lecteurs qui deviennent avec le temps plus exigeants. Ceci explique peut-être aussi cela. Donc en termes généraux je suis bon public, mais c'est pour ça que j'essaie toujours de vous donner des choses un petit peu plus précises si je le peux, sans rien vous spoiler comme toujours, afin de voir si vous ça peut rentrer dans vos critères. Enfin bref, on a fait une introduction suffisamment longue, mais je préférais vraiment faire ce petit point-ci puisque je comprends parfaitement des fois les retours que vous avez sur certains livres, et du coup je me rends compte qu'il y a des personnes plus pointilleuses que moi, donc j'essaye de m'adapter à tout le monde. Allez, on commence tout de suite avec un livre que je vous ai teasé dans la dernière vidéo et que vous m'avez recommandé chaudement plus. J'ai donc enfin lu le premier tome de Aurora Squad de Jay Kristoff et Amy Kaufman, publié aux éditions Casterman. Vous n'êtes pas sans savoir que le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, et on m'a posé la question dans l'une de mes dernières vidéos, donc même si j'ai répondu à personne, je vous le dis aussi, oui, il y a un troisième tome de prévu, ça a été annoncé comme une trilogie, tout simplement. Et dans cette histoire, si vous êtes des petits innocents et que vous ne connaissez pas celle-ci, on va suivre notamment le jeune Tyler. On vit dans un univers où tout se passe dans l'espace, on est dans le futur plus, on est en 2380 exactement, et un jour Tyler va devoir du coup devenir un chef d'escadron et il va devoir sélectionner différentes personnes qui va constituer celui-ci. Et en fait la veille de cette sélection, il n'arrive pas à dormir, il tremble de partout, enfin il est excité, il est impatient de savoir ce qui va lui tomber dessus puisque c'est un gros bosseur, donc il espère avoir de bonnes personnes. Et bien du coup il décide de se balader, et en se baladant il tombe nez à nez avec un vieux vaisseau qui n'existe plus depuis presque 200 ans, et quand il s'y rend il voit plein de personnes qui ont été cryogénisées, et de ce fait il se dit mince, qu'est-ce que c'est que ça, puis elles sont toutes mortes quoi. C'est normalement ce phénomène-ci permet de conserver le corps, et du coup une fois la décongélation entamée et avec un processus un peu spécial, vous êtes vivant quoi. Et là tout le monde est mort sauf une, Aurora. Voilà, donc du coup il décide de la sauver à ses risques et périls parce que ça va pas être évident, et en fait à cause de ça il va être amené à prendre du retard et il ne va pas pouvoir se rendre à cette fameuse cérémonie de sélection de l'escadron, et il va se retrouver avec ceux qui restent. Bon, il a de la chance, il a sa frangine elle est cool, il peut avoir confiance en elle, etc. Il a la meilleure pote de sa frangine qui est aussi sa meilleure pote à lui, donc ça ok ça va. Alors pour le reste c'était la loterie, et du coup il se retrouve avec une équipe vraiment hilarante qui part dans tous les sens, c'est trop drôle. Il y a même un des personnages de son escadron, il va le rencontrer en lui cassant la tronche, enfin c'est vraiment des situations assez cocasses. Et ce qui va se passer c'est que normalement chaque escadron va donc avoir des missions. Pareil, ça ne va pas échapper pour cet escadron-ci, sauf que ce qui va se passer c'est qu'ils vont avoir des personnes à leur poursuite sans vraiment comprendre le pourquoi du comment, mais on en veut à Aurora. Aurora détient quelque chose, Aurora a le secret de quelque chose et on veut le préserver, sauf qu'elle-même n'est même pas au courant de quoi il s'agit. Donc le fait est, c'est qu'il va falloir évoluer dans un univers où on ne sait pas où on va mettre les pieds, quel est le secret qu'elle cache, pourquoi tout le monde lui en veut, pardon, et pourquoi tout le monde en a après nous, et du coup nos héros essayent de se carapater dans la galaxie pour échapper à tout ça. C'était un résumé extrêmement long, hein, je trouve, mais je pense avoir vraiment bien ciblé le roman. Ceux qui l'ont lu, là, j'avoue, je suis pas trop peu fière.
fière, bon à part mes petits begouillages, mais ça de manière générale, l'élocution, et bien on a beau être concentré, des fois et bien on bute sur des petits mots, hein, on ne se refait pas, même moi si j'ai un petit peu d'expérience sur YouTube, et bien je bute tout de même, hein, voilà, c'est pas de magie. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture ? Elle est géniale, elle est vraiment géniale. Ce n'est pas le coup de cœur, je préviens, mais je l'ai frôlé. J'ai un petit reading journal où dessus je mets des notes sur 5 en termes d'étoiles, et pour celle-ci je lui ai accordé 4,5 sur 5, puisque le 5 sur 5 c'est réservé à mes coups de cœur et ce n'en était pas un. Premièrement, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est une narration avec différents personnages qui prennent la parole, donc c'est un roman choral. On va suivre le point de vue de tous les personnages de l'escadron. Certains vont être plus développés que d'autres, comme Tyler, le chef de l'escadron, comme Aurora, ou encore deux autres personnages. Bon, Scarlett ça dépend, c'est la sœur de Tyler, ou la meilleure amie des deux personnages qui est du coup Kat. J'arrivais plus à me souvenir exactement de son nom. Sachez que c'est très drôle parce que chaque personnage a un but précis. Une escouade, un escadron est constitué de différents personnages. Vous avez du coup le chef, vous avez ce qu'on appelle l'as. L'as c'est la personne du coup qui va être super douée en conduite, en pilotage. Donc ça c'est notre chère Kat, la meilleure amie de Tyler et Scarlett. Scarlett elle est super douée en négociation, c'est son rôle. Vous avez aussi un mécano, vous avez une cellule grise, donc ça c'est la personne très intelligente. Et vous avez aussi dit le gros bras. Et le gros bras, et bien moi je kiffe ce personnage, il s'appelle Cal et il va tout de suite avoir une relation un petit peu particulière avec Aurora et j'aime énormément celle-ci. Elle n'est pas simple, elle est assez décousue quelque part, je vous l'avoue, mais elle est expliquée et je trouve que le genre de sentiment qu'il ressent ça me fait trop rire. C'est tellement à des années-lumière de comment nous on vit l'amour. Eux c'est plutôt, alors sans trop vous spoiler évidemment, c'est plutôt une emprise qui ne contrôle pas et ça déroule tout, ça déjoue tout dans leur cerveau, dans leur logique et tout. Je trouve ça excellent, c'est super bien fait. Bon, vous avez des personnages vraiment on s'attache un petit peu moins. La cellule grise qui s'appelle du coup Zilla ne parle absolument jamais, donc elle c'est assez dur vraiment de se faire un avis sur ce personnage-ci. Vous avez des chapitres qui lui sont dédiés, ça fait même pas une page entière à chaque fois pour vous dire. Elle n'a rien à dire ce personnage. Finn le mécano, lui il est pété au possible, c'est le genre de mec qui va vous pousser à bout, vous titiller là où faut pas, il va vous chatouiller, vous allez exploser, sortir de vos gonds. Et ça c'est le rôle de Finn. Voilà. Scarlett elle c'est la bombasse qui se tape tout ce qui bouge et qui a un répertoire grand comme l'annuaire de tous ses ex et ses conquêtes, où d'ailleurs elle tient des rapports entre le plus et le moins, donc qu'est-ce qui est positif et négatif dans chacune de ses relations. Et Kate, alors je sais pas si on dit Kat ou Kate pour le coup, il n'y a pas de E donc c'est peut-être Kat. L'as qui est du coup la pilote a aussi un rôle très important en plus de Aurora. Voilà, pour faire un petit peu le tour des personnages. Donc bien sûr que vous êtes dans un récit de science-fiction, donc c'est différent en termes de dénotation par rapport à la fantasy ou le fantastique en général. Science-fiction, grosso modo, c'est que ça se passe dans l'espace. Pour faire très simple, hein, voilà, ça se passe dans l'espace. Et pour moi c'est quelque chose qui était bloquant au début de cette lecture-ci. J'avais très peur de me rendre dans l'espace, justement j'avais peur que ce soit un univers qui ne me correspond pas. Et bien je me suis pris une bonne tarte dans ma figure puisque absolument ça me va. J'aime cet univers, je m'y sens bien, j'ai trouvé ça super agréable. Donc ça me rassure plutôt hein, parce que j'ai d'autres romans qui se déroulent dans l'espace dans ma pile à lire comme Illuminae qui a été écrit par le même duo d'auteurs. Mais je peux vous dire que c'est génial, on s'ennuie pas, il y a toujours de l'action. Ou alors il y a des choses qui sont plutôt réfléchies, où on discute tous ensemble, on essaie de mettre un plan en place, etc. Et je trouve que le système de roman choral s'y prête à merveille pour celui-ci. En termes d'âge pour pouvoir le lire, j'ai envie de vous dire qu'on peut commencer à le lire assez jeune, puisque c'est une narration qui n'est pas compliquée. Il n'y a pas énormément de termes techniques, sauf ceux à proprement parler par rapport à l'espace, par rapport à tout ce qui est la navette, l'escadron, voilà on dit l'as, le mécano, la cellule grise, le gros bras, enfin voilà c'est des termes à connaître. Mais au-delà de ça la narration est très simple, donc je pense qu'on peut s'y plonger assez facilement même pour les plus jeunes, puisqu'il y en a beaucoup qui sont assez jeunes dans la communauté et qui me disent bah Kimi moi j'ai 12 ans, j'ai 15 ans, est-ce que tu crois que je peux le lire, etc. Celui-là pour moi vous pouvez y aller très clairement, surtout qu'il n'y aura pas trop de frustration, le tome 2 est derrière, bon faudra pas être patient pour le tome 3 hein, très clairement, mais ouais il était génial, donc je vous remercie de tout cœur de m'avoir poussé à le sortir de ma palle. Et mais pour une fois, non pas pour une fois, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous avez eu raison de le faire et je vous en remercie.
J'avais eu énormément de choses à dire là sur le précédent bouquin, mais les autres ça va aller un petit peu mieux, quoique il y en a un à mon avis genre pas mal de choses à dire. Mais c'est pas celui-ci, là j'ai envie de vous parler d'un petit jeunesse. Il s'agit du coup du premier tome de la saga Le Mystère de Don Doodle, du moins les mystères, il y en a plusieurs exactement. Ici c'est Le Fantôme de la chocolaterie de David O'Connell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Le tome 2 est déjà sorti, il est autour du dentiste, je sais plus, l'incroyable dentiste, l'effrayant dentiste, un truc comme ça. Voilà, vous avez déjà le tome 2 qui est sorti si jamais, mais par contre aucune frustration avec ce genre de bouquin puisque vous avez toute l'histoire de A à Z. Quand vous fermez le livre, il n'y a plus d'intrigue. C'est vraiment d'autres mystères qui vont être résolus. Et du coup dans celui-ci, on va suivre le petit garçon Archie qui est juste au milieu et celui-ci vient d'hériter d'une chocolaterie. Alors il connaissait l'existence de celle-ci puisque lui était un des principaux consommateurs des fameux caramels McBudge. Il adorait ça et étant donné que ça avait le même nom de famille que lui, il a pas tiqué et il s'est dit bon bah juste c'est un hasard. Absolument pas, ça appartenait à son oncle. Son épouse n'était pas au courant, son papa décédé l'été, mais il a gardé le secret pour qu'il puisse vivre innocemment sa vie, ce jeune petit Archie. Et le jour où il va prendre conscience de tout ça, et bien malheureusement il va avoir quelques petites catastrophes dans cette chocolaterie-ci qui fait qu'on n'arrive pas à mettre la main sur un ingrédient secret. Et en parallèle de ça, il va y avoir aussi tout un mystère et une enquête puisque le défunt oncle de Archie qui lui a laissé la chocolaterie lui a demandé de résoudre aussi des petits mystères et ça va le conduire à quelque chose dont il ignore tout mais dont il a besoin en réalité et il va être accompagné de deux enfants. Vous avez un petit garçon qui est juste ici, lui qui se dit expert en mystères, en créatures et en bizarreries et à côté vous avez une petite fille qui travaille depuis très longtemps dans la chocolaterie. Elle c'est un petit peu la mécano qui répare tout avec ses clés notamment et ensemble ils vont essayer de résoudre tout ça. C'était super bien, vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors oui c'est le genre de petite jeunesse simple où vous n'allez pas vous prendre la tête, où c'est pas une histoire qui va casser trois pattes à un canard ou acadabrante, je sais plus comment on dit. Faut pas que j'essaye d'utiliser des mots où je sais que je vais m'en mêler toute seule, je le sais hein, je me mets des bâtons dans les roues, non mais n'importe quoi. Enfin une histoire assez compliqué? Non, ce n'est pas ce que vous trouverez dedans, c'est quelque chose de simple, de bateau, de léger, mais en même temps suffisamment intriguant pour vous tenir en haleine finalement et vous donner envie de tourner les pages. Alors c'est pas très grand, hein, ça fait à peu près voilà 200 pages, c'est écrit de manière très grande, une grosse typographie et en plus c'est ponctué d'illustrations. Voilà, je trouve ça vraiment génial ce genre d'histoire où vous avez des dessins qui correspondent du coup au texte qui vous permettent peut-être d'imaginer plus facilement les personnages. Donc oui, ceux qui aiment bien l'imaginer finalement vont avoir plus de mal quand ils n'aiment pas avoir des indices, quand on n'aime pas leur faire des illustrations pour vraiment poser une image sur quelque chose, ça peut peut-être vous gêner. Mais moi ça m'a absolument pas bridé mon imagination, loin de là, et j'ai beaucoup aimé cette petite enquête avec tous les petits cheminements qui s'entremêlent, qui se croisent et se décroisent. L'amitié qui établit ces trois personnages aussi est très mignonne. J'aime beaucoup la maman de Archie, j'aime beaucoup le majordome. Je vous avais mis d'ailleurs sur Instagram une petite partie de ce que dit le majordome et c'était extrêmement drôle. Je veux dire, moi je suis très bon public là-dessus, j'ai ri comme pas possible, je suis sûre comme un enfant l'aurait fait face à cette lecture-ci, mais j'ai trouvé ça drôle. Voyez-vous, vous avez un petit passage où le majordome qui est un vieux monsieur, qu'est-ce qu'il fait quand il est dans la cuisine? Il fait pas gaffe et il fait un prout de la terre de tel point à ce que toutes les tasses se sont mises à trembler et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rigolé. Voilà, il m'en faut pas plus. Comme je vous disais, c'était un super moment de lecture, j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 qui m'attend puisqu'il a été sorti il y a pas longtemps aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne peux que vous inviter finalement à passer un petit bon moment tranquillou bilou dans ce roman-ci. Taratatouille et biscoutouille, j'ai envie du coup de continuer avec un coup de cœur. Oui, je suis trop contente. Bon, je suis très triste d'avoir quitté la saga. Ah, alors ça, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce qu'on me demande mon avis en tant que lectrice? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. J'ai donc terminé le diptyque de Lune Ardente de Morgane Rugraff, publié aux éditions Plume Blanche. Il s'intitule du coup Eclipse. Donc il est terminé, il n'y a aucune excuse, parce que certains, je sais que c'est votre excuse, de vous dire oui mais moi j'aime pas quand tout n'est pas là, après je me sens frustrée, etc. Pas de frustration, tout est sorti. Mais je tiens à vous dire quelque chose au sujet de cette saga, mais typiquement au sujet du tome 1, chose que je n'avais pas faite et j'aurais dû le faire parce que c'est important, mais je sais pas, moi comme c'était ancré dans l'histoire,
l'histoire, je me suis pas posé de questions, mais je pense qu'il devrait y avoir notamment des trigger warnings pour le premier tome. Il y a des scènes assez choquantes, des scènes qui peuvent vous prendre aux tripes, je pense notamment à 2 d'entre elles qui peuvent vous retourner le cerveau, et ce n'est pas moi qui ai fait ce cheminement toute seule. C'est compliqué là, ils ont décidé que c'était l'heure de jouer, j'en peux plus, s'il vous plaît, vous voulez pas les garder juste le temps de tourner une vidéo? Je vous disais avant d'être interrompue que ce n'est pas moi en fait qui ai fait ce cheminement de se dire qu'il aurait dû y avoir des petites trigger warnings, c'est ma chère Solène de Librement Addict qui en fait à chaque fois qu'elle le lisait elle m'envoyait des vidéos genre en mode mais mon dieu mais qu'est-ce qui se passe dans ton bouquin, c'est des trucs de fou. Et j'étais vraiment, alors je suis pas cool comme copine mais je rigolais parce que je me voyais en elle quand je l'ai découvert et je voyais comment ça la retournait, j'étais là genre en mode mais elle a tellement raison, et c'est elle qui m'a dit oui effectivement il y aurait peut-être dû avoir des trigger warnings parce que moi j'étais pas prête à lire ça, que fait des trucs, j'étais vraiment pas prête tout simplement. Effectivement, donc faites attention, il y a peut-être 2 scènes notamment qui vont vous choquer et vous retourner dans le premier tome. Si vous voulez savoir lesquelles, demandez-moi sur Instagram parce que je ne veux pas vous dire de quoi il en retourne, sinon ça va vous spoiler une bonne partie de l'histoire et ce serait dommage. Voilà, vous êtes prévenus. Par contre dans le tome 2 pour moi il n'y a plus du tout ce même genre de training warning, non. On est à des années-lumière de ça, vous en faites pas. Moi j'aime bien le dire mais je trouve que le premier tome et le deuxième tome sont absolument et totalement en demi-teinte. Ils ne se ressemblent pas en termes justement de scènes choquantes et de narration. On prend un autre rythme, un autre tournant dans ce deuxième tome et je l'ai lu d'ailleurs en lecture commune avec quelques-uns d'entre vous. Bon, lecture commune que j'ai un petit peu gafouillée parce que en fait j'ai pris un peu de retard, je l'ai fini à plus d'une semaine, hein, voilà. On va pas le dire, mais là dans Keilana je suis au taquet, hein, donc on peut rien me dire ce coup-ci. Et ce qui va se passer c'est que dans cette histoire-ci, on va suivre toujours nos personnages de Siobhan notamment et de Caleb. Siobhan est une princesse de la nuit puisqu'en fait vous avez 2 peuples. Vous avez le peuple de Sombre Lune qui sont du coup les enfants dits de la lune, de cet astre lunaire. Ils aiment du coup le froid, ils vivent la nuit et ils ont des animaux un petit peu particuliers. Des enfants de la lune, ce sont des espèces de loups pour faire très simple. Bon, ça s'appelle des Delvani, mais il fallait que je vous le dise. Et à côté de ça, du coup, s'il y a des enfants de la lune, il y a des enfants du soleil. Ce sont du coup des sangs de soleil et ceux-ci sont dépendants de l'astre solaire et ils aiment la chaleur, ils ont des gros bras et eux, ils ont des espèces de lions comme animaux de compagnie qui sont en fait des... je ne sais plus comment. Je vous ai coupé ça parce que là j'ai poussé ma gueulante là, c'est pas possible qu'ils décident de faire les ouf dingos pendant que je vous tourne une vidéo, ça m'énerve. Du coup je vous disais, je ne sais plus comment il s'appelle, là le nom m'échappe tout de suite maintenant mais peu importe. Et du coup ces 2 peuples se font la guerre depuis très longtemps. Et Siobhan, je rappelle princesse de la lune, se rend compte que son peuple va mourir si elle ne fait rien, il faut faire quelque chose. Et du coup elle décide de se sacrifier en se proposant en mariage à l'un des fils du roi soleil. Ils vont accepter, elle va donc épouser l'aîné de celui-ci, mais pour cela elle doit abandonner son peuple, abandonner ses coutumes et vivre dans leur pays avec leurs mœurs, leurs habitudes, leur façon de penser, leur façon d'être. Et on est à des années-lumière de ce que Siobhan peut connaître. Hein. Très clairement chez eux, la femme elle est belle et la femme doit finalement, crûment, être là juste pour... donner du plaisir à l'homme. Voilà, j'allais dire autre chose, mais donner du plaisir à l'homme, je trouve que c'est une bonne formulation pour que les plus jeunes ne soient pas heurtés, tout simplement. Et c'est vrai que Siobhan, pour elle, absolument pas. Siobhan, c'est une guerrière, Siobhan, c'est une femme qui n'en démord pas, qui participe à la politique, qui prend les rênes de son Delvani et qui va au front. C'est ce genre de femme avec cette poigne. Et finalement, elle va s'imposer aussi un petit peu dans ce peuple-ci. Sauf qu'il va se passer énormément de choses. On va en apprendre plus sur elle, on va en apprendre plus sur les enfants du soleil. Et la fin du tome 1, je peux vous dire... J'étais... terriblement mal. Pour moi il est très compliqué de délaisser longtemps le tome 2 après la lecture du tome 1 tellement à la fin vous tient en haleine, vous êtes là, dites Morgane, t'as pas pu stopper ça comme ça en fait, qu'est-ce que t'as fait? Non. Et du coup moi j'ai dû attendre puisque j'avais lu le tome 1 à sa sortie, même en avance, j'avais reçu en avance dans une superbe box livresque et je dois vous dire que le tome 2, même s'il est très différent, eh bien il est très intéressant. On va être plutôt dans la mythologie de la lune et du soleil, je vous en dirai pas plus, mais on va être vraiment axé sur cette partie-ci dans ce deuxième tome. Et j'ai envie de vous dire que l'un des défauts que les Kimichou ont pu trouver, alors très peu de personnes l'ont ressenti, mais je préfère vous le dire au cas où parce que moi je suis pas neutre dans cette histoire. Ce qu'ils ont moins aimé, c'est que parfois ils trouvent que Siobhan perd un peu de sa superbe et de sa férocité quand elle est au sein du peuple du soleil tout simplement. Et ça les a dérangés.
Et moi j'étais pas d'accord avec eux parce que j'estime que pour être forte et être badass, il ne suffit pas de prendre les armes, ça peut passer sur autre chose. Le fait qu'on lui fasse subir certaines choses et qu'elle se relève, qu'elle ne pleure jamais, qu'elle est là à continuer d'essayer des choses, que finalement elle se fait pas marcher dessus, etc. Pour moi la force passe pas forcément dans celle qu'on attend et du coup je n'ai pas eu ce ressenti-ci. Mais certaines personnes l'ont eu, je préfère vous prévenir. Et n'empêche que voilà, la fin du tome 2, j'ai chouiné comme d'hab. J'ai chouiné plus. C'est beau, c'est réaliste et en même temps je suis tellement dégoûtée quelque part. Enfin, j'aurais voulu autre chose mais ça s'y prête à merveille. Donc je suis trop contente d'avoir fini cette saga au sein des éditions Plume Blanche. C'est du coup le 3e livre que je lis de chez eux, 3e coup de cœur. Je pense qu'il faut sérieusement s'intéresser à cette maison d'édition, très clairement. Ensuite, j'ai donc lu un autre jeunesse, young adulte plutôt, oui, young adulte. Il s'agit du coup de Plein Gré, de Marion Brunet, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et je sais, vous allez me dire qu'il y a énormément d'avis mitigés sur ce livre. Je suis d'accord, mais là je vais vous parler de mon avis qui m'est propre et personnel puisque c'est ma lecture et ma chaîne. Hein. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages, mais nous on va surtout suivre l'histoire au travers des yeux de Emma. Elle et ses amis ont donc pris le bateau, ils partent de la France direction l'Irlande, sauf que ce qui va se passer sur le chemin du retour, on est plongé directement à cette scène là, ça commence comme ça, vous avez les pieds dans l'eau tout de suite jusqu'au cou, c'est que l'un de leurs amis est retrouvé mort dans l'eau. Cet ami c'est donc Clarence, c'était la tête du groupe, c'était le soleil, le leader, tout ce que vous voulez. Et du coup, en plus de ça, une tempête est en train de leur tomber dessus. En termes de narration, ce qui se déroule, c'est qu'on a différents chapitres qui abordent ce qui se passe actuellement sur le bateau, la tempête, etc. Et des chapitres qui abordent plutôt le passé, concernant Clarence, concernant ce qui s'est passé quand ils sont arrivés en Irlande, puisqu'ils y sont arrivés, ils y sont partis assez précipitamment, pardon. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous demandez qui a tué Clarence, parce que on comprend très rapidement que ce n'est pas un accident, vous le savez qu'à la toute fin. Voilà, il faut savoir qu'il y a cette alternance de chapitres entre il y a la tempête, on est dans la mouise jusqu'au cou, Clarence est mort, on le voit mort à côté de nous, qu'est-ce qu'on fait? Et la partie où on découvre Clarence, on découvre Emma, les autres personnages qui sont aussi importants et qui ont aussi leur rôle à jouer dans cette aventure. Et j'ai trouvé que moi justement, cette alternance était très bien jouée et a rendu le récit quelque part plus vivant. Oui, c'est un petit temps à prendre pour s'adapter à ce genre de récit, à ce genre de narration, mais moi ça l'a très bien fait. Et ce que j'ai aimé finalement dans cette histoire-ci, je suis désolée pour les chiens, mais si je m'excuse toutes les 2 minutes on n'avance pas, là ils sont excités, je suis désolée encore une fois, enfin bref voilà. Et ce que j'ai trouvé, c'est que cette narration a apporté quelque chose à l'histoire et on se rend vite compte au final et bien que Clarence n'est peut-être pas un soleil, hein, il est plutôt une lune ou un trou noir ce mec, hein, qui est donc décédé, et on comprend son effet néfaste sur Emma et sur les personnages, et on comprend ce genre d'amitié qui ronge, ce genre de sentiment où vous avez l'impression que vous servez à rien, vous n'êtes qu'un suiveur, mais que vous l'appréciez tellement que c'est normal de suivre cette étoile. Et je trouve que c'était très bien ficelé de la part de Marion Brunet de nous parler de ce genre de relation toxique, que ce soit en amitié ou en amour également, les deux sont abordés. J'ai trouvé ça concret, j'ai trouvé ça réaliste et je trouve aussi également, pour ne pas changer un de mots, surtout que c'est ce genre de contexte et ce genre de vision qui n'est pas assez abordé en jeunesse young adulte et qui justement peut peut-être apporter un certain déclic à des adolescents qui en auraient besoin et qui se retrouveraient dans une situation assez toxique en amitié avec quelqu'un. Tout simplement. Moi je peux juste vous dire que j'ai apprécié. Je pense que effectivement il va y avoir 2 teams pour ce récit-là, pour ce roman. Mais moi, le coup de poing que m'a fichu Marion dans le bidou m'a secoué les tripes et puis ça a très bien marché avec moi. On va passer à un petit graphique. Alors petit, hein, tout est relatif. J'ai donc lu Le Serment des Lampions de Ryan Andrews, publié aux éditions Delcourt. Je dis pas si petit que ça parce qu'en fait il fait 300 pages le coco, donc mine de rien, hein, ça fait. Et dans cette histoire, on va suivre 2 protagonistes masculins, 2 jeunes garçons. Au début ils sont bien plus et ils décident de monter à vélo puisque chaque année ce qu'on fait c'est qu'on dépose des lampions, des lanternes sur la rivière et ils se demandent jusqu'où vont ces fameux lampions. Ils vont donc les suivre au travers de la rivière, sauf que passé un fameux pont, ils ne vont plus être que 2 à suivre ces lampions, donc vous avez ce jeune homme-ci et en fait la personne qui regarde, qui nous correspond nous, et c'est aussi un personnage de l'histoire qui va donc passer ce pont ensemble. Ils ont une relation très particulière ces 2 jeunes hommes, une amitié, je ne dirais pas à sens unique, mais une amitié qui
elle est très dure à décrire, hein. Elle n'est pas toxique, elle n'est pas à sens unique, mais elle est dans les faux semblants et dans les qu'est-ce que les autres vont penser de moi de manière générale. Et ce qui va se passer, c'est qu'au delà de ce pont, il va y avoir énormément de rencontres, d'aventures, il va y avoir beaucoup de péripéties, de révélations, et la fin est d'une poésie. J'ai trouvé ça vraiment très joli, très en douceur, et ça a très bien bouclé finalement l'histoire de ce bouquin. Donc pour faire très simple, on va juste essayer de suivre le chemin des lampions sur la rivière, tout simplement. Et je trouve qu'il y a de très belles morales dans ce récit, autour de l'amitié, autour de la confiance en soi, la confiance envers d'autres, le fait de s'ouvrir aux autres, le fait de ne pas être égoïste, le fait de rêver, le fait de croire aux histoires et aux contes. Enfin, je trouve qu'il y a une multitude de morales qui est jolie et qui est bien utilisée, et comme je vous dis, la poésie de la fin m'a rendu cette histoire encore plus belle. En termes de notes, je lui ai accordé 3,5 sur 5. Vous allez me dire, Kimberley, t'arrêtes pas de dire de jolies choses et tu lui as accordé que 3,5. Parce que je pense que au bout d'un moment, c'est une histoire qui va s'évaporer dans ma tête. C'était un bon moment, c'était joli, c'était mignon, j'ai aimé. Mais je pense que d'ici quelques mois, quand je vous en reparlerai, ce sera beaucoup plus flou que ça, et c'est peut-être parce que elle m'aura pas impactée. Moi, en tant que lectrice adulte, elle est belle et j'ai aimé, mais il n'y a pas eu cet impact sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au-delà de ça, je peux pas ne pas vous la conseiller parce que c'était beau, parce que j'ai passé un excellent moment, mais je crains que ce soit ce genre de livre qui dans quelques mois finalement sera partie de mes souvenirs et aura laissé place du coup à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai pas mis plus en termes de notes, et sinon tout est génial. Au début j'ai eu un petit peu peur par rapport au dessin qui me correspondent un chouïa moins, mais finalement on s'y fait rapidement et on se dit qu'on verrait pas d'autres dessins que ceux-ci. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un très gros travail sur la colorimétrie. Celle-ci va représenter énormément les émotions des personnages, la curiosité, l'angoisse, le stress, la peur, l'envie, l'aventure, la joie. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de la part de l'auteur et illustrateur d'utiliser justement tout ce que peut nous offrir l'univers des couleurs au travers des sentiments, des images. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Voilà, donc moi je ne peux que vous conseiller de le lire, même si comme je vous ai dit j'ai un petit peu peur que l'impact sur le temps finalement se dissipe. Et je vous propose donc de terminer cette vidéo. Alors du coup je vous parlerai pas des chroniques de Bridgerton parce que ça va faire beaucoup trop, mais c'est pas grave, il arrivera dans un futur update lecture, mais plutôt avec le tome 2 des Arcanes d'Emera de Elina E.C. publié aux éditions Inceptio. Alors si vous me suivez sur Instagram, sur le blog, si vous regardez mes reading vlogs, ce sera assez redondant pour vous très clairement, donc je vais essayer d'aller suffisamment rapidement. C'est une trilogie et là j'ai lu le tome 2 de base à la fin. Au début pardon, c'était un diptyque, donc 2 tomes, et ça a eu un tel succès que finalement l'autrice a décidé d'écouter son public de lecteurs et a donc écrit un 3e tome que je dévorerai bientôt. Il fait partie d'un de mes challenges, donc celui-là de Romantasy. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne de Nina Quill, donc j'ai hâte de boucler cette histoire puisque je la trouve très intéressante. Dans celle-ci, on va donc suivre une jeune demoiselle qui vient d'avoir un accident de voiture, qui a perdu son frère dans celui-ci. Ses parents, elle ne les a plus depuis très longtemps. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va comprendre que son frère Axel, eh bien en fait, il n'était pas le frère qu'elle pensait, qu'il appartenait à une organisation secrète où les personnes qui y sont des singuliers. Les singuliers ont la capacité d'aller dans le monde des affres, dit les enfers, pour libérer les âmes sur lesquelles les anges noirs se déchaînent, les torturent, etc. pour leur permettre du coup de passer à Emera, ce qu'on peut correspondre comme le paradis. Et en fait notre protagoniste, eh bien, elle aussi elle a cette particularité d'être un singulier. Donc elle va prendre place dans cette organisation, elle va prendre la place de son frère Axel. Donc elle va avoir le même coéquipier très clairement enemies to lovers, hein. Il la déteste au possible, mais c'est bien d'expliquer le pourquoi du comment. Et au-delà de ça, vous êtes dans ce genre de récit où Ophélie, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, n'importe quoi, Aline. Ophélie c'est celle qui gère Inceptio, ça va pas moi. Aline, pardon, n'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel singulier, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose derrière à creuser. Et ça c'est creusé surtout dans le tome 2, vous avez des pistes dans le tome 1 et dans le tome 2 vous comprenez tout, vraiment ça vous est donné sur un plateau d'argent et vous êtes là genre waouh.
qui est pas ça. Et j'ai trouvé que c'était très bien ficelé, j'ai adoré. J'ai frôlé le coup de cœur pour le tome 2, donc il a la note de 4,5 sur 5 pour moi, c'était super bien. Je suis toujours autant fascinée par la plume qui est très simple et très touchante et impactante de Elina EC. Pour moi ça prend à 100%, j'arrive à me lier que ce soit de Aline, des autres protagonistes qui pourtant on peut dire juste qui sont autour, qui gravitent autour de nos protagonistes principaux, et non, absolument pas. Pour moi ils ont aussi leur importance et ils sont très bien développés, très bien utilisés, on les met pas de côté très clairement, et ça j'apprécie quand il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu sans qu'on s'y perde, et c'est ce qu'a réussi Elina dans ce récit-ci. Donc c'est un récit dit plutôt fantastique dans la mesure où Aline ne connaît absolument pas de base quel est ce monde dans lequel elle vient et qu'elle peut agir, c'est trop bizarre pour elle, mais ce récit fantastique est excellent et je ne peux que vous le conseiller. Je sais que vous êtes déjà quelques-uns à avoir craqué, hein. Franchement vous avez absolument raison, mais n'hésitez pas à être un petit peu plus que quelques-uns à craquer parce que vraiment jusque là j'adore au possible. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Alors il y en a certains sur lesquels j'ai été un petit peu plus rapidement que d'autres, hein. Je pense typiquement aux Arcanes d'Emera, dans la mesure où j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, que ce soit comme je vous ai dit, Instagram, reading blog, etc. Donc je me suis dit je vais pas trop m'attarder dessus, surtout que voilà, quand c'est des tomes 2 c'est pas non plus évident de vous dire des choses sans vous spoiler, donc j'essaye d'avoir cette petite réserve, ce petit recul de ce sont des bébés lecteurs, ils l'ont pas lu, Kimberly, tu leur dis rien. Donc dans le prochain update lecture, bien sûr que je vous parlerai du tome 1 de la chronique des Bridgerton que j'ai terminé, donc il me reste encore le tome 2 puisqu'ici vous avez l'intégrale de ces 2 premiers tomes de la saga, mais je ne vous dirai rien dans cette vidéo, attention, poker face. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que je vous ai fait découvrir des petites choses. Je vous retrouve du coup très bientôt dans une nouvelle vidéo les Kimichou. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, un pouce en l'air et à partager sur Instagram. Je vous remercie de tout cœur et j'ai hâte de vous y retrouver. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles lectures. Ciao tout le monde!